Bien, je vais démarrer tout de suite. On a trois masters qui se présentent. D'abord le master BIM qui a présenté 10 thèses et en quelques minutes. Là, on va suivre avec le master immobilier bâtiment durable, transition carbone et numérique. Et puis ensuite le master digital building. Et donc qui ont d'ailleurs comme particularité d'avoir le même tuteur de thèse. Bien, alors je ne vais pas être long pour dire que notre master se déroule en 11 semaines. Cette semaine, c'est d'ailleurs un module de formation sur la couverture internationale de la problématique du carbone. Donc c'est stratégie neutralité carbone à travers le monde à l'horizon 2050 pour le bâtiment et l'immobilier durable, pour l'immobilier en fait. Et donc, nous recevons une trentaine d'intervenants du monde entier pour expliquer à nos mastériens l'ensemble des problématiques et aussi relever les bonnes pratiques un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est la chose la plus intéressante. Donc on démarre, nous, en janvier, non pas en septembre comme les autres masters. On démarre par les fondamentaux du développement durable, puis le quartier et la ville durable. Ensuite, les changements de comportement et d'usage. La semaine d'avril est toujours consacrée donc à la stratégie neutralité carbone. En mai, c'est la finance durable et l'économie durable. Ensuite, c'est suivi par la gestion de parc immobilier. Et puis, on termine la saison d'été avec la gestion de projet. Et puis, on redémarre en septembre avec la programmation, puis la conception, les solutions techniques. Et on termine l'année par un exposé sur tout ce qui est autour de l'exploitation et la maintenance. Autrement dit, on arrive à faire fusionner deux métiers qui ne se parlent pas en général, ou si peu, c'est-à-dire d'un côté le bâtiment et de l'autre côté l'immobilier. Le bâtiment, c'est l'architecture, c'est l'ingénierie. L'immobilier, c'est plus effectivement la finance et la réglementation. Bien, quand j'ai dit tout ça, bien, je vais donner la parole à Arthur. Arthur est de la promo 2021, je ne me trompe pas, et il a réalisé sa thèse professionnelle l'année dernière. Alors, il a une particularité, c'est que en 12 ans de temps, on a remis, on donne des notes dans nos thèses, et il y a eu 3 18 en 12 ans, et c'est le deuxième 18 ou le troisième 18 des promotions donc, du master sur 250 mastériens qui sont passés dans notre master. La particularité d'Arthur, c'est qu'il est au départ architecte, mais il a un petit peu voyagé à travers différents pays d'Europe pour effectivement revenir, non pas travailler sur le BIM, parce que c'est un sujet qu'il connaissait déjà, mais pour venir travailler tout ce qui est autour de l'immobilier, du durable. Et puis il a une particularité, c'est qu'il s'intéresse bougrement à tous les problèmes numériques, à tous ces problèmes numériques, à l'intelligence artificielle, et eh bien, sa double culture lui permet effectivement de proposer quelque chose de nouveau. Et c'est donc son sujet, c'est la machine learning pour l'outil au service donc, du durable. Alors des fois des antinomies, des choses qui se contrarient, mais en définitive, lui va nous démontrer que l'un peut être au service de l'autre. Merci Arthur, et puis on y va. Merci Dominique pour cette introduction. Donc je vais commencer un petit peu par la genèse de ma réflexion. Ça, ce sont des mots que j'ai empruntés à une collègue qui les a également empruntés à Lord Kelvin, un peu dans cette logique du master immobilier bâtiment durable sur lequel on cherche à être le plus pragmatique possible et avoir le plus d'impact possible sur nos différentes industries. La question est de... Oui, c'est mieux, merci. La question est d'avoir la capacité de mesurer justement les choses qui nous entourent pour avoir une prise de décision et un arbitrage le plus pertinent possible. Donc le sujet de la mesure est au cœur des enjeux que nous connaissons, de façon à prendre de bonnes décisions. Donc dans ce cadre mesuré, c'est un peu la première étape.
modeler et à la fois projeter le monde réel avec de la donnée. Ce sont un peu les 3 étapes essentielles pour prendre des décisions avisées. Pour faire cela, nous avons différents types de données, de formats que nous pouvons utiliser, qui encapsulent de la donnée et qui permettra de générer une matière première nécessaire à entraîner des algorithmes. Donc vous connaissez beaucoup de formats de données que vous pratiquez au quotidien, des formats type Excel, CSV, de la donnée également de maquettes numériques, Revit, IFC. Donc là, on sera plutôt sur une donnée semi-structurée ou non structurée, mais également de l'image, du PDF, où là, on est sur une donnée complètement non structurée, mais on a également des outils qui nous permettent d'extraire l'information qui est contenue dans ce format-là pour pouvoir l'utiliser. On a également des choses un peu plus techniques qui demandent plus de connaissances pour des GeoJSON sur tout ce qui est données géographiques et toute une batterie d'informations. Donc ça fait quand même depuis 2006 maintenant, et les premiers articles dans Forbes, que dans beaucoup d'industries, on a vraiment pris conscience que la donnée était une réelle source importante et clé pour les business, ce qui est moins le cas. Il y a beaucoup plus d'inertie sur l'immobilier, sur la construction, mais cela reste vrai, même si les produits sont différents dans la construction que dans du e-commerce ou dans du secteur bancaire. Là, c'est un petit peu une carto des différentes opportunités de retraitement de la donnée vis-à-vis avec l'intelligence artificielle. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est que plus les données sont non structurées, plus le volume et la rapidité pour les obtenir est importante. Et plus le volume, plus le système est complexe, plus on aura besoin d'intelligence artificielle pour traiter cette donnée et la faire comprendre aux algorithmes qu'on va utiliser. Donc ce qui est intéressant spécifiquement pour la construction et l'immobilier, il y a des secteurs, il y a des potentiels qui sont importants comme la prédiction de produits. Quel produit va être demandé dans les 10, 15, 20 ans à venir, le competitor pricing, comment chiffrer son produit pour s'assurer que ça réponde et que ça puisse s'écouler facilement. La capacité on-shelf availability de pouvoir intégrer des produits issus de l'industrie qui existent déjà pour les positionner, etc., etc. Un, deux, ça fonctionne. Alors il y a plusieurs déjà entreprises qui utilisent des technos d'intelligence artificielle que vous connaissez. Typiquement Spacemaker, donc qui s'est lancé dans le traitement, dans une approche de generative design à l'échelle urbaine, donc qui essentiellement à partir de données d'entraînement de banques de données en 2D à la capacité de générer de la prédiction sur du solaire, sur du vent, sur de la luminosité de projets urbains en fonction du dessin qu'on va réaliser à l'aide de la machine, et donc du coup pouvoir modifier son dessin et obtenir un petit peu le projet idéal au regard du programme et des contraintes que l'on a. Également Infrared, donc Angelos Chronis, donc notre tuteur commun, développe à l'équivalent du CSTB autrichien, qui est également une proposition de dessin urbain avec une technologie assez similaire à Spacemaker, qui permet donc du coup de connaître les impacts de tel ou tel dessin urbain et de pouvoir choisir de manière avec des outils décisionnaires quel sera le dessin qui correspondra le plus au cahier des charges, et comprendre précisément ces contraintes en termes de transport, en termes de luminosité, en termes de vent, de position de panneaux solaires, etc., etc. Le troisième que vous connaissez également, qui est une techno différente, donc qui se rapprochera plus d'un traitement de données type prédictif. Donc on est moins sur de la géométrie, mais plus sur de la donnée brute, du tableur Excel, pour faire simple,
où là, en fonction de paramètres qu'on va pouvoir rentrer, on va avoir une prédiction de tel ou tel target qu'on aurait décidé préalablement. Donc, ce qui est important à mesurer, c'est qu'on connaît ces outils, on connaît leur puissance, mais c'est quand même très peu répandu aujourd'hui dans nos entreprises d'immobilier et de construction. 42% n'intègrent pas du tout des démarches de structuration de données ou de gouvernance de données, qui sont des prises de décision et des actions primordiales pour pouvoir se mettre sur le chemin du machine learning. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont fait le marathon de Paris dimanche dernier, donc vous imaginez un petit peu ce que je vais vous dire. Ces sujets d'intelligence artificielle, c'est un effort constant. Énormément d'entreprises travaillent énormément sur la collecte de données, avoir une donnée propre, mais s'arrêtent au bout de 80-70%. Et la réelle richesse et la réelle opportunité de ces outils se trouve vraiment dans le dernier maillon de la chaîne. Ici, voici différents, un peu la famille des outils de machine learning, avec les trois grandes catégories: l'apprentissage supervisé, non supervisé, le reinforcement learning. Dans le cas de ma thèse, j'ai travaillé sur deux cas. L'outil régressif, donc avec un outil de prédiction, et également un clustering pour de la segmentation de clientèle. Je vais essentiellement parler de l'outil régressif, qui est un outil de prédiction de gaz à effet de serre pour les maisons individuelles. Donc pour ce travail, je me suis épaulé sur une base de données qui est une véritable mine d'or, et on peut être fier d'avoir ce type de projet en France, qui est porté par le CSTB et l'ADEME, qui encapsule l'intégralité du parc immobilier français, avec une quantité d'informations énorme. Donc on est sur une base qui regroupe plein de sources d'informations: INSEE, DPE, Enedis, donc des données à la fois géométriques, caractéristiques techniques du bâtiment, de consommation, qui permettent d'effectuer énormément de cas pratiques. La base de données, pour vous donner un peu une idée du volume de la base de données, on est sur la première version qui a été mise à disposition du public. On est sur une donnée qui fait plus de 21 millions de lignes, et en termes de featured, en termes de colonnes disponibles, on est sur un peu plus de 160 colonnes, sachant qu'il y a même une possibilité de travailler avec 450 colonnes. Donc quand je parle de ces 450 colonnes, c'est autant d'informations, de paramètres sur les parcelles ou sur les bâtiments. Donc c'est monstrueux. Donc juste quelques petites indications. En gros, la majorité des bâtiments qui sont dans la base sont construits après 1945, répartis de manière un peu disparate sur les régions françaises. Et je resterai très light sur le sujet des parcelles, parce que la base a vraiment été un peu transformée et beaucoup plus orientée bâtiment que ce qu'elle n'était avant, plus orientée sur la parcelle. Donc du coup, pour définir un outil prédictif, il y a plusieurs questions qu'on va être amené à se poser. Déjà, le business understanding. Quelle est la question que je veux me poser au regard de la donnée que j'ai? Donc, dans le cas de ma thèse, c'était pour les maisons individuelles. Je souhaiterais prédire avec une forte précision les gaz à effet de serre par mètre carré par an. L'émission de gaz à effet de serre. Ensuite, du coup, je vais récolter la donnée pour répondre à cette question. Je vais la préparer, je vais nettoyer, je vais purger. C'est le nettoyage, purge, etc. C'est l'essentiel du travail, qui doit être associé donc à des compétences techniques et également à des orientations métiers pour s'assurer que les purges ou les modifications, etc. sont cohérentes au regard de la réalité du métier et la réalité du bâtiment. Ensuite, l'étape du modèle algorithmique. Donc on entraîne différents modèles
qu'on va ensuite évaluer. Alors on a toute une batterie de garde-fous, toute une batterie d'indicateurs qui vont permettre de mesurer la fiabilité du modèle pour éviter de faire de mauvaises interprétations. Et ensuite, on arrive à l'étape du déploiement, donc de la mise en production du modèle, et ensuite création d'interfaces d'utilisation, par exemple. Là, je vous ai mis, c'est à peu près le même schéma, mais un peu plus détaillé, avec les différentes étapes, avec du contrôle, etc. Ici, là, je voulais juste vous indiquer, c'est juste une illustration du travail de nettoyage de la base. Du travail de nettoyage de la base, où, donc du coup, avec un départ à 169 colonnes, finalement pour mon modèle, j'en utilise uniquement 83, sachant que j'en ai ajouté quelques-unes, comme finalement la conversion des données d'emplacement par les villes, par latitude et longitude. Mais ce que je pourrais plutôt convertir en zone climat, ce qui serait plus pertinent au regard de l'étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur la base de la préparation et de la target que je cible, donc cette valeur que j'ai déjà dans ma base de données, à savoir l'estimation de gaz à effet de serre par an et par mètre carré, statistiquement, je trouve que dans tous les paramètres de ma base, les 13 caractéristiques qui ont le plus d'influence sur cette valeur, c'est la surface de ma maison, le type de production d'eau chaude sanitaire, le type de vitrage, le type de production de chauffage, l'épaisseur des murs extérieurs, et ainsi de suite. Donc ça, statistiquement, c'est ce que je trouve, c'est ce qui influe plus sur... Donc ça, déjà, c'est très intéressant parce que on a souvent tendance à faire un peu au doigt mouillé, bon, je pense que c'est ça, etc. Là, statistiquement, moi, c'est ce que je trouve. Et en entraînant mes modèles, j'arrive à avoir un score très performant sur un algo dont je vais me servir comme base pour mon outil de prédiction. Donc du coup, après, on peut jouer. On prend n'importe quelle maison, on remplit ces 13 caractéristiques et on obtient son score estimé avec une prédiction de 88%. Donc on est... est-ce que j'ai le bon slide derrière? C'est un petit peu... C'est exactement comme meilleursagents.com. On est exactement sur le même modèle où avec 10, 12, 15 paramètres qui sont les plus performants et qui ont le plus d'impact, on va pouvoir avoir une prédiction hyper précise. Donc là, dans le modèle là, que j'ai fait, c'est 88%. Donc là, ils estiment qu'ils sont à 4/5 de fiabilité. Donc un petit peu moins performant. Bon, du coup, l'idée quand on pousse un peu le sujet, c'est qu'on peut faire la même chose à partir du moment où on a la valeur consommation énergétique. On peut faire la même chose pour la consommation énergétique. Et donc du coup, les deux combinés, on a son étiquette. Et à partir du moment où on connaît finalement les différents paramètres qu'on a sélectionnés comme caractéristiques du bâtiment, on peut proposer des bouquets de travaux pour cibler une étiquette supérieure. Et donc du coup, alors, en termes de chiffrage, là on n'est pas sur du machine learning. On pourrait très bien du coup coller une surcouche de chiffrage à la solution, un délai d'exécution et une estimation également de gaz à effet de serre sur les travaux de réhabilitation qui pourraient être faits. Donc voilà un petit peu, ici là c'est dans la base, on a toute une batterie de caractéristiques techniques du building propre et également toute une batterie de données sur la production et de consommation. Et donc du coup on pourrait très bien jouer avec l'intégralité de ces paramètres pour faire
pour avoir la capacité de prédire et proposer des alternatives. Donc j'anticipe peut-être une question qui va me dire pourquoi du coup aujourd'hui on a déjà le DPE qui sont faits par des personnes qui viennent sur site. Avec cet outil-là, on peut squeezer, on peut accélérer le processus d'évaluation sans supprimer le contrôle physique, mais on pourrait faire un petit boost sur ces contrôles. Donc du coup, aujourd'hui, le test a été fait sur les maisons individuelles. Il peut évidemment être fait sur les bâtiments collectifs. Et in fine, le sujet, c'est d'avoir assez de données pour entraîner le modèle, pour pouvoir tacler ou entraîner, avoir un modèle prédictif par typologie. Parce qu'effectivement, je suis passé là-dessus, mais on va comparer des éléments comparables. On ne va pas comparer une philharmonie avec une école et une piscine. Ça n'aurait pas de sens et on pourrait pas, on n'aurait rien de juste. Et petit aparté pour finaliser, faut faire très attention avec ce type d'outils, parce qu'on peut, si on maîtrise pas ces étapes d'algorithme, on peut vite dériver sur des conclusions qui sont fausses. Donc faut être très vigilant sur la façon dont on va manipuler ces données, sur les différents algos qui vont être utilisés. Et je trouvais cette citation de Winston Churchill assez drôle. Et c'est vrai qu'avec la statistique, on peut l'orienter comme on souhaite pour faire dire tout et n'importe quoi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Je vais maintenant inviter notre troisième master spécialisé, le master spécialisé Digital Building Design ou Design by Data. C'est anciennement Design by Data. Et le directeur, donc Romain Duballet, je te laisse présenter ta masterienne. Bonjour. Merci beaucoup pour cette thèse assez impressionnante. Et donc effectivement, nous sommes le troisième master à composante numérique de l'école. Donc on s'appelle Digital Building Design et on regarde plus précisément, on est fondamentalement centré autour du numérique pour la conception et pour la fabrication. Donc c'est pas seulement autour du BIM. On a évidemment quand même une grosse composante autour de la durabilité et de l'environnement. Et donc c'est un master qui est assez jeune et plus petit que les deux précédents. Et donc j'avais invité donc deux anciens excellents étudiants à venir présenter. Malheureusement, un des deux n'a pas pu venir pour cause de train annulé. Donc je présenterai un tout petit peu des images de sa thèse, mais sans vous donner trop de détails malheureusement. Donc juste quelques mots sur le master. Donc il est aussi situé à l'École des Ponts et il s'appuie sur la plateforme d'innovation qui s'appelle Buildin, donc qui a un certain nombre d'outils de fabrication numérique comme des robots 6 axes. Et nos élèves donc apprennent à manipuler ces outils de fabrication et à manipuler les outils de conception et d'analyse pour l'architecture et pour la construction. Et derrière, les thèses professionnelles sont assez variées. On a une forte thématique autour de ce qu'on appelle le Construction Aware Design, puisque oui, le master est intégralement en anglais et il est suivi principalement par des apprenants internationaux. Et donc le Construction Aware Design, c'est quoi? C'est une forte thématique de l'École des Ponts qui consiste à, directement dans la conception des bâtiments et des structures, et notamment des structures complexes, à intégrer la possibilité de leur constructibilité. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qui, en apparence, peuvent être un petit peu compliquées, comme de la géométrie différentielle discrète,
et qui va conférer en fait à des surfaces qui apparaissent comme assez arbitraires comme ça. Et aujourd'hui, dans la construction, qu'on est obligé de rationaliser, comme par exemple la Fondation Louis Vuitton, par exemple, les surfaces sont générées par l'architecte en surface de ce qu'on appelle surface de Bézier. Et derrière, il y a un très gros travail pour être capable de construire ça avec des éléments plans, avec des éléments un peu parallèles si possible, pour que ça ne coûte pas trop cher. Et bien en fait, on peut avoir une approche qui est assez différente de se dire, voilà, mes surfaces, mes coques, mes structures complexes, je peux directement leur conférer des propriétés de constructibilité. Je sais que elle est faite uniquement de quadrangles plans, par exemple, ou de quadrangles semi-cylindriques, etc. Donc voilà un des thèmes. L'autre thème étant, bien sûr, l'architecture, l'optimisation. Je pense que ça a été assez bien présenté dans la thèse précédente. On est sur des thématiques qui sont assez proches. Et je ne vais pas m'étendre plus que ça. N'hésitez pas à vous approcher de nous si vous avez des questions. Donc, quelques mots sur la thèse donc, de Julien qui a suivi donc, le master l'année dernière et qui était eh bien, une des thèses les plus réussies. Il a travaillé avec le laboratoire GSA à l'école d'architecture de Paris-Malaquais sur les questions de stabilité et de construction en pierre sous la direction de Maurizio Brocato, qui était un chercheur brillantissime qui nous a malheureusement quittés en janvier dernier. Et donc la thèse de Julien qui devait présenter aujourd'hui, c'était donc une thèse vraiment autour des structures et autour de l'existant, puisqu'il s'agissait d'être capable de faire un modèle paramétrique qui permet de calculer des structures maçonnées existantes et vieilles. Donc, arriver à faire un modèle de structure avec quelques paramètres, on est capable de rapidement générer une structure qui représente fidèlement quelque chose d'existant. Et évidemment, c'est très difficile de faire ça puisque les structures existantes ne sont jamais idéales et elles ne sont jamais conçues d'objets très très répétables les uns avec les autres, d'autant plus quand on parle de stabilité, puisque c'est des modèles de calcul qui sont évidemment assez compliqués, où on doit gérer les contacts et les frottements entre chacun des blocs. L'objectif de cette thèse, c'était de pouvoir travailler donc, sur Notre-Dame et de confronter ce modèle avec les scans 3D qui ont été réalisés de Notre-Dame pour arriver à avoir un modèle réaliste de comportement structurel de l'existence sur Notre-Dame dans le but de sa reconstruction. Donc je n'en dirai pas plus que ça. N'hésitez pas à vous rapprocher si ça vous intéresse. Voilà, simplement quelques images. J'aurais aimé que Julien vous raconte un petit peu plus. Mais voilà ce qu'il est arrivé. Donc il est arrivé à un très bon résultat en 6 mois de travail sur quelque chose qui est très calculatoire et très difficile techniquement. Et donc à très petite échelle et sur de l'existant. Et on va passer donc à Léa, qui, elle, a fait sa thèse il y a 3 ans, n'est-ce pas, en 2020, à l'échelle urbaine. Et je vais lui laisser la parole. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Léa Kairalla, je suis architecte et ingénieure d'études. J'ai fait le master de Digital Building Design en 2020. Et après ça, j'ai travaillé dans une agence d'urbanisme et où j'étais aussi en charge de développer des outils d'analyse environnementale. Et maintenant, je travaille dans un bureau d'études environnementales qui s'appelle ZEFCO. Et aussi, je suis en charge dans leur cellule paramétrique de développer des outils d'analyse pour nos tâches quotidiennes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de master très rapidement, mais je suis disponible si vous avez des questions ou si vous voulez plus de détails. Alors, le sujet, c'était vraiment comment utiliser l'intelligence artificielle pour générer des morphologies urbaines optimisées et réduire l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Tout d'abord, c'est quoi l'îlot de chaleur urbain? C'est quand la température dans la ville est beaucoup plus élevée que la température dans les zones rurales. Et ça, c'est à cause
des paramètres surfaciques de la zone, des paramètres morphologiques ou même à cause des activités humaines. Et au début, l'objectif était d'étudier les différents outils et méthodologies qu'on a, qui existent dans le marché, et à partir de ces outils, trouver une méthode pour générer des morphologies urbaines optimisées. On a utilisé Dragonfly de Ladybug Tools et on a utilisé EnviMet, mais Dragonfly n'était pas très précis et EnviMet prenait trop de temps de calcul. Donc là, on a décidé de créer notre propre outil en utilisant le machine learning. Et là, l'outil qu'on a proposé, c'était une interface où l'utilisateur et le modèle travaillent en même temps pour générer des morphologies urbaines optimisées. Et ça, c'est à travers quelques contrôles que l'utilisateur peut avoir. Donc, c'est les formes des îlots, la densité des bâtiments, le pourcentage de verdure dans la zone urbaine. Et puis, l'utilisateur va choisir d'optimiser un des indicateurs qui affectent les lots de chaleur urbains, comme les radiations solaires, comme l'ombrage, comme l'accès aux vues au ciel. Donc, après que l'utilisateur avait mis toutes ces options, le modèle va générer une morphologie urbaine optimisée. Et l'utilisateur peut quand même changer et le modèle va se générer automatiquement. Pour développer cet outil, on a commencé par un scénario où l'utilisateur veut contrôler les formes des plots et la densité des bâtiments et veut réduire les radiations solaires. Donc, le modèle qu'on a utilisé, c'est un réseau adversaire générateur du machine learning qui fait une translation d'image en image. C'est-à-dire qu'on apprend le modèle avec une base de données d'images A et B. Et à la fin de l'entraînement, le modèle va apprendre à générer des images B à partir d'une image A qu'on lui donne. Et là, puisqu'on était dans un scénario où l'utilisateur veut contrôler les formes des îlots et la densité des bâtiments, les images A, c'était les formes des bâtiments avec les couleurs qui donnent la densité. Et comme image B, donc ce qu'on voulait que le modèle génère, c'était une carte des hauteurs. Donc, on a appris le modèle avec des données de carte de densité et carte de hauteur. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail, mais si vous avez des questions, après, je suis disponible pour répondre. Je vous montre immédiatement les résultats. Donc là, à droite, on peut voir les résultats qui ont été générés par le modèle et qui ont déjà une radiation solaire beaucoup moins réduite que les radiations des morphologies urbaines existantes. Merci.